Dans le cadre de Musée en Fête, les élèves du cours de lecture à haute voix de l'Université Interage du Dauphiné devaient vous proposer au musée de l'Ancien Évêché une représentation de lecture autour des mémoires de Raoul Blanchard, géographe et fondateur de l'Institut de géographie alpine à Grenoble. Cet événement sera évidemment reporté, mais en attendant, nous vous proposons quelques extraits sonores de ce spectacle lus par monsieur Jean-Claude Vinot. Dans ce premier extrait, Raoul Blanchard nous fait tout d'abord un état des lieux de l'Université de Grenoble en 1906. L'université de Grenoble, en ces temps de grâce 1906, était encore une chère vieille petite chose. Elle comptait pour l'année scolaire qui commençait un peu moins de 1000 étudiants immatriculés, 985 exactement, tandis qu'aujourd'hui l'effectif atteint 12 000. Mais cette mince institution comprenait un certain nombre d'hommes de valeur. Des tressaillements la parcouraient, des idées neuves et audacieuses y germaient, et déjà éclataient de modestes bourgeonnements qui deviendront de superbes créations. Université incomplète. 3 facultés, droit, sciences et lettres, plus une école de médecine. Celle-ci était encore un peu distincte, du reste elle était gérée par la ville et occupait un local spécial rue Lesdiguières, à 5 minutes du bâtiment universitaire. Elle ne pouvait conférer que des grades afférents aux 3 premières années de médecine sous le contrôle de la faculté de Lyon et ne comptait que 87 étudiants. Les 3 facultés étaient logées dans le palais de l'université, place de la Constitution, débaptisée plus tard en place de Verdun. Une belle place, aux amples dimensions, que le Second Empire avait aménagée en l'entourant sur 3 côtés de bâtiments officiels. Préfecture, école d'artillerie devenue cercle militaire, musée-bibliothèque, hôtel de la division et université. Le palais est bien d'époque, un temple de la parole, un peu prétentieux, sans trop d'excès, toujours identique à lui-même aujourd'hui, mais qui n'est plus qu'une unité parmi la quinzaine de bâtiments entre lesquels s'est éparpillée l'université. Dans cet édifice étaient entassées les facultés avec leurs 900 étudiants et leurs quarantaine de maîtres, le secrétariat, la bibliothèque, les cabinets des doyens. À coup sûr, on pouvait y tenir à l'aise à l'époque du Second Empire, mais en 1906, on commençait à s'y marcher sur les pieds. Raoul Blanchard évoque maintenant son arrivée à l'annexe Trécloître. L'Institut de géographie alpine existe déjà depuis 1 an. Existence un peu symbolique, qui ne s'exprimait que par une caisse dans un grenier, du papier à en-tête et le zèle de son directeur moi-même. Mais voilà qu'apparaissent des élèves, dont l'un au moins va tenter un travail scientifique. Le directeur, lui aussi, s'est mis à l'ouvrage. Des instruments de travail sont donc nécessaires et il faut aussi entreposer du matériel que réclament les cours. Il me fallait un local. Et je le fis savoir avec quelque énergie. À plusieurs reprises, je poursuivis mon doyen de requête. Le cher homme commençait d'avoir les oreilles rebattues de cette géographie nouvelle, si débordante d'exigences. Et il m'objectait, avec une fermeté où perçait l'agacement, qu'il m'était aisé de constater l'état de bourrage du palais de l'université. Mais il ne paraissait pas concevoir qu'on pût chercher au dehors. C'est à quoi je me résolus au cours de l'hiver 1907-1908. Je menais une campagne de prospection dans les quartiers proches de l'université, je visitais des taudis, j'eus aussi la révélation d'appartements du vieux Grenoble, privés d'air et de lumière, mais décorés de belles boiseries et de somptueux parquets. C'était toujours trop sale ou trop cher. Je m'en veux de ne plus me rappeler de qui je tins cette information si grosse d'avenir. On me révélait qu'en vertu des conséquences de la loi de séparation que l'Église n'avait pas acceptée, l'État récupérait les bâtiments de l'évêché, bien national, et les attribuait à l'université. Au conseil de l'université, les juristes, catholiques sincères, mais hommes de devoir, avaient reconnu que le coût était régulier et le transfert avait été accepté. Merveilleuse illumination!
De vastes locaux se trouvaient disponibles où je pourrais trouver place. Dès le lendemain matin du jour où j'appris cette nouvelle, j'étais à l'évêché. L'édifice était placé sous séquestre, mais 20 sous alloués aux gardiens me valurent toute liberté de visiter, et mon choix fut vite fait. La partie du premier étage, en façade, sur la place Notre-Dame. 5 pièces, dont une très belle, et une 6e à l'arrière. Transporté à la lettre de ce que j'avais vu et conçu, je ne fis qu'un saut jusqu'au cabinet du doyen. Il y était comme toujours, et je lui expliquai mes projets avec volubilité. Si fin d'ordinaire, de Crozal, ce jour-là, fit la grosse gaffe. Sans doute mes histoires de laboratoire lui sortaient-elles par les yeux. Il me dit tout de go que, sans doute, je comptais également trouver un logement pour ma famille aux étages supérieurs du bâtiment, ce que je pris très mal. Je lui fis honte avec véhémence de traiter ainsi un homme aussi dévoué au bien public. La scène devint pénible, car le vieux monsieur, en larmes, me pria de le pardonner et voulut me serrer dans ses bras, à quoi je répondis perdait. Ça va, n'en parlons plus. Le différend devint tel que le recteur ne vit qu'un moyen de s'en sortir, provoquer l'arbitrage du directeur. Rien ne pouvait m'être plus favorable. Baillet vint donc à Grenoble, visita tous les locaux, entendit toutes les parties en cause, puis rendit son arrêt. Il était conforme à l'extrême bienveillance qu'il me témoignait depuis 2 ans. On m'accordait tout ce que je désirais au premier étage de l'évêché et encore quelques pièces au 3e. En outre, j'avais le plaisir de voir la géologie s'installer juste au-dessus de moi, ce qui allait faciliter les rapports. Un crédit très convenable m'était ouvert par l'université pour aménager et meubler mes locaux. On me promit même, pour la rentrée de 1908, un garçon à mi-temps. Je passais brusquement du non-être, ou du moins de la plus extrême détresse, à une véritable opulence, car mon institut allait être à l'époque le plus vaste de France. Enfin, ce dernier extrait est consacré à la rivalité entre Raoul Blanchard et Wilfrid Kilian, fondateur du laboratoire de géologie de l'Université de Grenoble. Le problème le plus délicat était celui de mes rapports avec Wilfrid Kilian. Certes, il avait accueilli très gentiment le jeune homme timide que j'étais à mon arrivée. On se rappelle qu'il avait hébergé ma caisse de cartes dans son grenier. Il me voyait avec plaisir, assidu à son cours public. Mais à cette lune de miel succéda de la défiance, puis de l'irritation, lorsque, commençant à voler de mes propres ailes, je me mis à traiter de problèmes de morphologie glaciaire que Kilian considérait comme sa chasse gardée. Mon tort lui semblait d'autant plus grave que je n'étais pas de son avis. Or Kilian était très jaloux de sa réputation, et admettait mal qu'on le contredit. Il y eut donc des choses assez pénibles. Je me dis qu'il valait être prudent pour éviter une guerre, d'autant plus désagréable que nos laboratoires étaient logés dans le même bâtiment. Je fis quelques avances, comme de m'associer à la modeste manifestation qui lui fut offerte lors de son élection à l'Académie des sciences. Nous vécûmes dès lors sous le régime de la paix armée. Chaque fois que je publiais un travail de géographie humaine, Kilian m'adressait de chaleureuses félicitations. S'agissait-il de géographie physique, je n'avais droit qu'à un silence glacial, et il ne tardait pas à me revenir aux oreilles quelques remarques acerbes. Il me faut avouer que, de mon côté, je faisais des gorges chaudes avec mes élèves à propos de certains des travaux de Kilian. Pour en savoir plus sur Raoul Blanchard et l'Université de Grenoble, n'hésitez pas à pousser la porte du musée de l'Ancien Évêché pour découvrir l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021.